Alors, donc, j'ai lancé Illustrator. Normalement, Illustrator arrive comme ceci avec la palette des outils en une colonne. Alors, une chose à faire pour remettre à zéro, est-ce que tu vois qu'il est indiqué ici les indispensables là au-dessus? On va sur le menu et on va demander réinitialiser les indispensables. Donc ça, c'est utiliser la configuration palette les indispensables pour remettre les palettes en place dans Illustrator. Donc il y a d'autres configurations de palettes, bien sûr, en fonction de certains travaux spéciaux qu'on fait. Ça, c'est proposé par Illustrator. Mais on peut aussi créer ses propres configurations de palettes. Quand vous avez positionné les palettes d'une certaine manière dans Illustrator, vous pouvez évidemment l'enregistrer. Et vous voyez que moi, j'en ai une ici enregistrée que j'ai faite précédemment. Une configuration de palette qui était ceci, en fait. Voilà. Pas très intéressant. Ok, je reviens à les indispensables. Donc voilà, déjà première chose, remettre les palettes en place, c'est certain qu'on est souvent amené à le faire, parce que ça devient à un certain moment le fouillis. La palette des outils, si vous l'avez en une colonne, il va falloir la faire passer pour la formation ici en deux colonnes en utilisant la double flèche. Alors vous voyez que je suis sur un Mac, vous êtes sur des PC, mais au niveau de l'utilisation du logiciel, ça ne fera pas de différence en fait. Parce que le logiciel fonctionne de la même manière. Les raccourcis ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que quand j'utilise la touche CMD sur le Mac, la touche commande, que certains appellent encore la touche pomme, parce qu'anciennement il y avait une pomme dessinée sur cette touche-là. Donc quand j'utilise la touche commande sur le Mac, eh bien pour faire le même raccourci sur le PC, il faut utiliser la touche contrôle. Donc, mais celle-là vraiment... quand vous avez compris ça, passer des raccourcis Mac aux raccourcis PC, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, hier, vous avez vu que j'ai utilisé Illustrator sur PC, je n'ai pas eu de problème. Donc, vous avez fait passer la palette des outils en deux colonnes. C'est intéressant parce que les échantillons de couleurs ici sont plus grands. C'est quand même mieux, je pense. Et pour s'y retrouver dans les outils, voilà. Et en plus, vous serez comme je suis là en deux colonnes. Ce sera plus facile pour vous pour retrouver les outils. C'est bien. Vous voyez que j'ai une interface grise, ça c'est un choix. Vous pouvez aussi faire le choix d'une interface grise. J'ai choisi que pour la projection sur le mur, je me suis dit ce sera mieux d'avoir les choses écrites en foncé sur fond clair. Eh bien, écoutez, allez modifier ça si vous voulez. Donc, vous êtes sur un PC, c'est dans le menu Édition, Préférences. Sur le Mac, on a un menu, ça c'est lié au système d'exploitation Mac, on a un menu qui, chaque fois pour l'application, donc moi pour aller dans les préférences, je vais devoir aller sur le Mac ici dans le menu Illustrator. Mais vous, c'est dans Édition Préférences sur le PC Windows. Et vous avez Interface utilisateur, parmi les préférences, vous avez Interface utilisateur, vous pouvez choisir ça. Et c'est ici que vous avez le choix de l'interface. Donc normalement, il est comme ça de chez vous. Voilà, vous pouvez le mettre très foncé si vous voulez. Je pense que c'est quand même plus lisible quand le texte est foncé sur fond clair. Bon, pas fond très clair, là ça devient un peu trop. Moi, je vais choisir celui-là. Donc, vous avez le choix vraiment de l'interface. Allez-y, restez avec l'interface foncée si vous voulez, passez à l'interface claire, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc on va créer un nouveau document, fichier nouveau. Donc ça, c'est l'interface ancienne de création de nouveaux documents, parce qu'il y a une nouvelle interface. Alors, pourquoi cette interface ancienne arrive? C'est parce que je l'ai demandé dans les préférences. Dans les préférences générales, j'ai été coché ici, utiliser l'interface héritée nouveau fichier. Donc ça veut dire que j'utilise l'ancienne interface de création de nouveaux fichiers. Voilà. La nouvelle interface est pas mal aussi, mais il faut s'y habituer, et elle est de premier abord un peu plus complexe. Comme ça, voilà. Mais voilà, c'est juste un choix. Vu que c'est quand même relativement nouveau comme interface de création de nouveaux fichiers, c'est pour ça que j'ai été coché ceci, puisqu'il y a beaucoup de chances que vous ayez
une version d'Illustrator un peu plus ancienne. Alors, ce réglage, je veux dire un peu plus ancienne quand vous travaillerez chez vous peut-être, ce système de demander l'interface ancienne, vous l'aurez aussi dans InDesign et dans Photoshop, hein, parce que tous les logiciels Adobe ont la nouvelle interface, mais on a aussi dans tous les logiciels la possibilité de demander l'ancienne. Donc, ici, dans la boîte de création de nouveaux documents, vous avez des documents de départ suivant ce qu'on veut faire. Vous avez des documents de départ qui sont en fait des documents qui existent dans le disque dur, dans le dossier de Illustrator sur le disque dur. Ce sont des documents, quand je choisis par exemple de faire un document de type impression et que je clique sur OK, en fait Illustrator fait une copie du document qui se trouve dans son dossier et on commence à travailler sur cette copie. Vous voyez que dans ma liste ici, j'ai des documents personnalisés de départ que j'ai ajoutés, qui contiennent peut-être des motifs, des dégradés, des choses qui ne se trouvent pas dans ce que Illustrator propose d'origine. Donc on peut, et c'est vraiment très intéressant, ajouter ses propres documents de départ avec ses propres réglages de documents. Ça nous évite, chaque fois qu'on crée un document, de devoir tout régler. Donc c'est déjà, dans le document de départ, c'est déjà là. Donc je vais choisir de faire un document pour l'impression. Je vais prendre les réglages qui sont là. Le nombre de plans de travail, je vais laisser sur 1. C'est surtout intéressant de modifier le nombre de plans de travail quand on fait des projets d'interface web dans Illustrator. On va pouvoir faire plusieurs pages web. Mais nous, on va, pour la formation de base, toujours utiliser un seul plan de travail. Voilà. Dans les paramètres avancés, il est indiqué que c'est du CMJN puisque c'est pour l'impression. Et comme je vais l'expliquer, ce n'est pas si évident que ça. On a, depuis 15 ans, Adobe préconise, même quand on fait un document pour l'impression, il préconise de travailler en RVB. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, ok, donc voilà le document. Voilà. Alors, avec la barre d'espacement sur le clavier, vous arrivez à bouger le document dans sa fenêtre, pas de problème. Vous enfoncez la barre d'espacement, c'est le raccourci pour appeler la main de la palette des outils. Donc plutôt que de cliquer sur la main dans la palette des outils, on va quand même utiliser le raccourci. Je ne vais pas utiliser beaucoup de raccourcis, parce que ça embrouille quand on étudie plusieurs logiciels, mais il y a quand même des raccourcis de base, notamment celui-là qui est important. Vous avez Alt roulette pour zoomer en avant et en arrière, mais malheureusement, avec certaines machines, la roulette ne fonctionne pas. Ça peut arriver, hein, sur certaines souris, la roulette ne fonctionne plus, et donc c'est intéressant aussi de voir comment appeler la loupe, et ça va être la barre d'espacement et la touche CTRL sur le PC. Donc vous enfoncez barre d'espacement et CTRL, et vous avez une loupe positive qui arrive sur l'écran, et quand vous cliquez, forcément, ça zoome en avant. Donc, utile quand la roulette de la souris ne fonctionnera pas. Barre d'espacement, CTRL. Si vous essayez la même chose, mais avec la touche Alt en plus, la loupe est négative, et quand vous cliquez, ça zoome en arrière, forcément. Voilà, donc c'est le raccourci. Donc, si vous avez une roulette qui fonctionne, bien sûr, vous pouvez utiliser la roulette. Alors, avec la barre d'espacement, ça arrive qu'évidemment qu'on fasse sortir le document en dehors de sa fenêtre. Bon, c'est pas toujours évident de le retrouver. Et c'est pour ça qu'il y a un raccourci qui est intéressant, c'est double-cliquer sur l'icône de la main dans la palette des outils. Donc on double-clique sur la main dans la palette des outils, et ça ramène la page le plus grand possible sur l'écran. Voilà. Donc c'est le double-clic sur la main qui va ramener, et ça vous l'aurez aussi dans InDesign et dans Photoshop, dans les logiciels Adobe, c'est un raccourci intéressant, multi-logiciel. Alors, on va créer un rectangle sur notre document avec l'outil rectangle. Vous pouvez activer l'outil rectangle. Et vous faites un cliquer-glisser. Et vous avez créé un rectangle blanc avec bord noir. Bon, les choses bleues qu'on voit là, ce sont les vecteurs. Quand un objet est sélectionné, ces vecteurs apparaissent, mais en réalité, il est réellement blanc avec un
contour noir. Alors, on va le désélectionner avec la flèche noire, on va cliquer à côté de lui. Voilà, on voit que c'est vraiment un contour noir. Et ça vient des couleurs par défaut qui étaient proposées par Illustrator. Là, on a la case de fond et la case de contour qui sont là dans la palette des outils. Bon, ben, on va modifier les couleurs du rectangle. Il faut absolument sélectionner le ou les objets sur lesquels on veut travailler dans Illustrator. C'est le principe des logiciels vectoriels. C'est pas comme dans Photoshop où on vient avec un pinceau et on commence à tracer. Non, il faut vraiment sélectionner. Et donc, vous avez la flèche noire, on va sélectionner ici. Voilà. Donc, le rectangle étant sélectionné, je vais pouvoir modifier sa couleur. Alors, si on double-clique sur l'échantillon de couleurs, comme dans Photoshop, le sélecteur de couleurs arrive. Et on va pouvoir choisir une couleur, comme dans Photoshop. D'abord, la couleur dans la roue chromatique. Là, c'est une roue chromatique, même si elle est présentée verticale, elle va quand même de 360 degrés à 0. Donc, c'est une roue. Donc une fois qu'on a choisi dans la roue chromatique, on a ici la saturation et la luminosité à choisir. Ok. Ne vous inquiétez pas pour les petits avertissements qui sont là. Ceci, ça avertit que la couleur que j'ai choisie est trop vive pour être imprimée telle qu'elle. Elle est hors gamme imprimable. On parle de la gamme Offset CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, les 4 encres de l'imprimeur. Attention que chez un imprimeur, et notamment pour le packaging ou pour les magazines haut de gamme, on peut imprimer en 6 couleurs. On va ajouter l'encre orangée et l'encre verte. Donc c'est ce qu'on appelle l'hexachromie, H-E-X-A, chromie. 6 couleurs, hexa ça veut dire 6. Et là ça va permettre d'imprimer avec dans une gamme de couleurs saturées plus large. On sera moins dans des couleurs ternes. Donc impression ne veut pas nécessairement dire qu'on n'imprime pas avec des couleurs vives. Il y a des techniques d'impression qui permettent de le faire. Mais l'impression quadri, l'impression 4 couleurs, cyan, magenta, jaune, noir, généralement ne crée pas des couleurs vives. Et c'est un problème, notamment pour certains produits. Pour la nourriture, par exemple, si je fais un livre de cuisine, j'ai vraiment intérêt à imaginer le faire en 6 couleurs. Si je fais un livre d'art, je vais pouvoir même ajouter une 7e couleur, l'encre bleue, donc qui est du bleu profond, qui n'est pas le bleu cyan. Et ça, c'est ce qu'on appelle la septachromie. Mais c'est encore plus rare. Ça, c'est vraiment pour les livres d'art haut de gamme. Par contre, l'impression 6 couleurs, vous en recevez beaucoup chez vous dans votre boîte aux lettres, parce qu'en fait, les grandes chaînes de magasins, genre Carrefour, quand ils distribuent dans votre boîte aux lettres leur prospectus, c'est imprimé en 6 couleurs, comme ça les légumes, les viandes, tout ça est bien vif. Observez avec une loupe ce que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Vous allez voir qu'en plus des petits points de trame cyan, magenta, jaune, noir, vous avez des points de trame orangés et verts. Et donc c'est de l'hexachromie. Ils peuvent se permettre de faire ça parce qu'ils impriment en des millions d'exemplaires. L'hexachromie, l'impression en 6 couleurs, demande beaucoup de préparation. Si on imprime peu d'exemplaires, genre 10 000, 30 000 exemplaires de quelque chose, eh ben, il faut le répercuter sur le prix. Hein. Un magazine va coûter une dizaine d'euros s'il est imprimé en 6 couleurs, voire même plus. Mais eux peuvent se permettre de le faire parce qu'ils ont une technique d'impression qui n'est pas l'offset, c'est l'héliogravure qui permet d'imprimer vraiment largement plus de 100 000 exemplaires, oui. Et comme ils impriment en des millions d'exemplaires, en fait, le travail de préparation vaut la peine, quoi. Donc c'est assez surprenant que l'impression 6 couleurs, qui permet donc d'imprimer des couleurs bien vives, comparée à l'impression 4 couleurs, est coûteuse, mais est également utilisée pour des choses qu'on retrouve gratuitement dans sa boîte aux lettres, en fait. Et, ah oui, j'ai oublié de vous dire que l'hexachromie, en plus d'ajouter une encre orangée et verte, elle utilise une encre cyan et magenta qui sont plus vives que les encres habituelles de l'imprimeur.
Donc ça aussi, ça étend la gamme imprimable. Voilà, donc ça c'est le système, c'est en fait Pantone qui a inventé ce système d'impression que vous allez peu rencontrer, mais pour des posters, des magazines. Certains magazines font un peu le travail à moitié, ils attirent le client en faisant la couverture en 6 couleurs, mais l'intérieur du magazine est en 4 couleurs. Donc ça se rencontre aussi assez souvent. Voilà. Donc le packaging, ça va être du 6 couleurs, avec même des passages en presse supplémentaires pour amener des encres argentées, dorées, peut-être même de l'embossage, de mettre du relief sur le packaging. Oui, là, le packaging, c'est beaucoup de passages en presse, mais là aussi, comme ils en sortent beaucoup, en principe, ça vaut la peine. C'est la quantité. Chaque fois, c'est la quantité qui va faire que les coûts sont acceptables. Voilà. Le packaging, c'est vraiment des techniques d'impression à part. Hein. C'est vraiment assez intéressant et pour tout ce qui est tout ce qu'on peut préparer dans les logiciels pour avoir des vernis aussi, vernis sélectifs, c'est-à-dire qui ne s'appliquent que sur une partie de ce qui est imprimé, c'est ce qu'on appelle un vernis sélectif, comparé à un vernis qui se met sur tout. Chose qu'ils font aussi pour des magazines. Vous avez parfois le titre du magazine qui reçoit un vernis et pas le reste de la page. Oui, donc tout existe. Et c'est de plus en plus vers ça qu'on va, parce que le papier est quand même en crise, l'impression est quand même en crise à cause de la concurrence d'Internet, bien sûr, des smartphones. C'est quand même une révolution, comme l'imprimerie de Gutenberg a été une révolution. Comme l'invention de la linotype a été une révolution aussi. Ça date du fin du 19e siècle, la linotype. Il y a encore des gens qui utilisent ça, parce que dans les milieux un peu huppés, faire des cartons d'invitation pour mariage avec du relief, c'est intéressant. Alors, non, c'est pas avec ça qu'on fait l'embossage. L'embossage, c'est avec des formes et des machines spéciales, mais ceci fait des caractères en relief qui, eux, font un creux dans le papier, comme le faisait déjà la technique d'impression de Gutenberg. La différence avec la linotype, c'est que c'est plus rapide, en fait. Ça a été la deuxième révolution de l'imprimerie après Gutenberg, cette possibilité de taper sur le clavier. Et il y a des caractères qui descendent, des matrices qui descendent du dessus, là, qui créent des lignes. Et ensuite, il y a du plomb en fusion qui vient faire une ligne. Donc c'est le principe, la linotype. Donc vous avez un stockage de caractères inversés, hein, c'est des matrices. Puis il y a du plomb qui arrive en fusion, ça crée des lignes de plomb en fusion. Donc c'est vraiment une révolution, et jusque dans les années 1960, ça a été énormément utilisé en fait. Hein. Et je vous dis, même encore maintenant, il y en a qui l'utilisent, mais pour des travaux spéciaux. Et puis après, il y a eu l'offset, la technique offset, ce qui a permis la diffusion de tous les magazines en fait, hein, à grande échelle pour pas cher. L'impression offset. Basée sur la répulsion de l'eau et de l'encre grasse. Actuellement, on est dans l'impression numérique à la demande, c'est-à-dire que c'est une espèce de grosse photocopieuse. Le papier reçoit une charge électrique à certains endroits qui attire du toner, de la poudre, puis c'est cuit à la sortie. C'est la photocopieuse couleur, quoi. C'est le principe. De plus en plus, on va vers ça. La plupart des bouquins, enfin un bon nombre de bouquins que vous trouvez en vente sur les sites comme Amazon n'existent pas au moment où vous les achetez. C'est quand vous les achetez que le processus est lancé. Tiens, il y a un acheteur, il a payé, on va imprimer le bouquin en un exemplaire. C'est ce qu'on appelle le print on demand. Ah ben oui, hein, c'est-à-dire que c'est très intéressant. Ça veut dire que n'importe qui peut maintenant faire des livres et les mettre sur Amazon, et même avoir un numéro ISBN, c'est pas un problème, sans investir en fait, hein, grâce à l'impression à la demande. Donc Amazon, c'est la plateforme, hein, et c'est une des plateformes de vente, évidemment, il y en a d'autres, et parfois c'est aussi l'éditeur qui collabore avec une boîte qui fait ça. Ça dépend si on passe par un éditeur ou pas. Passer par un éditeur n'est plus nécessaire, puisqu'on peut avoir un numéro ISBN, même pour son bouquin, un numéro de référencement, sans passer par un éditeur. Voilà, donc ça c'est les différentes révolutions, hein, vite fait, les différentes révolutions. Et donc je vous disais que suite à l'apparition d'Internet, évidemment, on a quand même
moins de volume imprimé de nos jours. Et de plus en plus, on se dirige vers des impressions plutôt haut de gamme, qui se différencient vraiment, qui apportent une plus-value par rapport à l'information vue sur le web. Donc, les impressions en 6 couleurs avec du vernis, du gaufrage, de l'embossage, pourquoi pas? C'est l'avenir des techniques d'impression, en fait. Ça ne va pas mourir, les techniques d'impression, mais ça doit se réinventer. Et de plus en plus d'imprimeurs achètent de nouvelles machines pour pouvoir justement se lancer dans ces nouveaux marchés de l'impression plutôt haut de gamme. Voilà, donc quand on double-clique sur l'échantillon de couleurs, on a la possibilité de choisir la couleur comme ça, mais je ne vous conseille pas de le faire parce que ça crée une couleur qui n'est pas liée à l'objet. On va plutôt utiliser le nuancier pour créer des couleurs liées aux objets. Et ça, on va le faire tout de suite. Donc, vous oubliez tout de suite ce que je viens de vous montrer, là, la création de couleurs en double-cliquant sur les échantillons. C'était pour vous expliquer que c'est possible de le faire, mais ça n'est pas très avantageux pour la suite. Donc, je vais aller dans le menu fenêtre, aller chercher le nuancier. C'est classé par ordre alphabétique, donc c'est à N. Vous pouvez éventuellement détacher le nuancier par son onglet et l'agrandir par sa petite case en bas à droite. Alors ici, dans le menu de la palette nuancier, j'ai été choisir l'affichage par grande vignette, parce que par petite vignette, c'était trop petit. Et c'est en fait là qu'il faut créer les couleurs. Donc actuellement, j'ai un objet qui est sélectionné. J'ai aucune couleur qui est encadrée dans le nuancier. Donc la couleur que j'ai créée n'est pas dans le nuancier. Bon, je vais ici créer une nouvelle nuance, toujours en ayant mon objet sélectionné, une nouvelle nuance dans le menu du nuancier. Voilà. Et on va pouvoir créer une nouvelle couleur. Alors, vous pouvez, on va le faire en CMJN dans un premier temps, et puis après je vous montrerai l'avantage de travailler en RVB. Donc déjà, l'encre noire, je vais la diminuer au minimum, sinon je vais avoir que du foncé. Et vous diminuez une des 3 composantes CMJ, comme ça vous obtenez une couleur bien différente, pas du gris. Voilà. J'ai cliqué sur OK. La couleur a été créée et elle est encadrée, donc voilà, c'est bien la couleur utilisée par cet objet. Il n'y a pas de problème. Je vous montre une petite astuce au passage, je refais une nouvelle nuance. Quand vous avez créé une couleur, comme ça par exemple, si vous voulez modifier la luminosité, ce que je vous montre là fonctionne dans tous les logiciels Adobe. Vous voulez modifier la luminosité d'une couleur que vous avez créée avec les curseurs là, en enfonçant la touche majuscule et en prenant un curseur qui n'est pas au maximum ou au minimum, donc pas en prenant celui-là, je vais pouvoir modifier la luminosité de la couleur. Voilà. C'est la touche majuscule. Ne confondez pas avec verrouillage majuscule, bien sûr. C'est la touche Shift, pas la touche Caps Lock. Ça permet de modifier la luminosité de la couleur. Donc ça reste la même couleur, mais on modifie la luminosité. C'est comme si on avait un curseur luminosité. Voilà. Souvent, il n'y a pas justement cette... Oui, il y a plein de manières de créer les couleurs. Vous avez aussi la palette couleurs qui propose différentes manières de créer les couleurs. Mais je ne conseille pas d'utiliser, c'est à peu près le même principe. Oui, avec le 5, c'est le même principe que de double-cliquer sur l'échantillon de couleurs dans la palette des outils et d'aller modifier les choses ici. Oui. Donc c'est pas très bon, il vaut mieux le créer dans le nuancier. C'est juste que je connais la méthode longue, quoi. Voilà. Bon. Ok. Alors, bon, ben on peut essayer de créer un deuxième rectangle qui va utiliser la même couleur. Voilà, avec l'outil
Avec l'outil rectangle de la palette des outils, je crée un deuxième rectangle, voire même un troisième. Voilà, avec la même couleur. Voilà, si vous cliquez à côté des objets, ils ne sont pas sélectionnés. Bon, c'est la même chose que de faire sélection, désélectionner. C'est la méthode rapide, cliquez avec la flèche noire à côté des objets. Flèche noire, oui j'ai oublié de dire, flèche noire, parce que si vous cliquez avec l'outil rectangle à côté des objets, en effet, c'est le moyen d'appeler la boîte de dialogue de création de rectangle, et c'est pas ce qu'on veut. Donc je dois bien vous dire que c'est avec la flèche noire, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Si je double-clique sur la couleur utilisée par ces rectangles dans le nuancier, je double-clique, voyons un peu ce qui va se passer, je coche la case aperçue, eh bien, rien ne se passe. Je modifie la couleur, mais les rectangles n'ont pas été modifiés. Et pourtant, je vous ai dit que l'avantage d'utiliser le nuancier, c'était que quand on modifie une couleur dans le nuancier, ça modifie la couleur de l'objet ou des objets, ce qui est intéressant. Donc, ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir créer des illustrations, et au départ, les couleurs de l'illustration ne sont pas nécessairement les bonnes. Ça peut même être complètement pourri comme couleur. Et par la suite, vous allez pouvoir, grâce au système que je vais vous expliquer, vous allez pouvoir modifier les couleurs de plusieurs objets dans une illustration. Donc, en fait, voilà comment il faut procéder. Nous allons sélectionner toutes nos formes, donc vous pouvez les englober avec la flèche noire, ou alors, vu qu'il n'y a que ça sur le plan de travail, vous faites un CTRL-A, qui veut dire tout sélectionner. Voilà, elles sont toutes les trois sélectionnées. Je vais leur mettre une couleur que je crée dans le nuancier, nouvelle nuance. Ben, ça peut être cette couleur-là, au fait. Mais cette fois-ci, je coche global. Et ça crée un lien entre le nuancier et les objets qui utilisent la couleur. Vous cliquez sur OK. Alors la différence ici, c'est que il y a le petit triangle blanc qui indique qu'il s'agit d'une couleur globale. Ça veut dire que si je clique à côté des objets, ils n'ont pas besoin d'être sélectionnés pour que je puisse modifier leur couleur à distance, une espèce de télécommande. Essayez ça, cliquez à côté des objets avec la flèche noire, ils ne sont pas sélectionnés, double-cliquez sur la couleur globale dans le nuancier, cochez la case aperçue ici évidemment, et là, quand vous modifiez, les objets qui utilisent cette couleur se modifient. Très pratique donc. Vous aurez le même principe dans InDesign. Très intéressant, vous allez pouvoir faire En fait, dans InDesign, c'est d'office global. Il n'y a pas à le demander, elles sont d'office global. Les couleurs créées dans le nuancier sont d'office global, elles sont d'office liées aux objets, que ce soit des titres, des blocs. Dans Illustrator, il faut le demander. Bien. Alors on va supprimer certains des rectangles. Donc pas le premier, mais les deux derniers, je vais les supprimer. Donc soit je les sélectionne avec la flèche noire en les englobant, ne fût-ce que partiellement comme ça. Soit je clique sur le premier et avec la touche majuscule, je clique sur le second. Ils sont, donc majuscule clic, hein, clic, majuscule clic, ils sont d'office tous les deux sélectionnés, et touche suppression, et voilà. Bien, alors dans votre Illustrator, alors le rectangle est sélectionné, vous avez la flèche noire. La flèche noire sert à sélectionner tous les points d'un objet, donc on peut le déplacer. Voilà, évidemment. La flèche blanche sert à sélectionner certains points. Donc, activer la flèche blanche. Il faut d'abord cliquer à côté de tout pour que les points se désélectionnent, ceux qui ont été sélectionnés il y a quelques instants avec la flèche noire. Et là, on peut aller activer certains points et les bouger. Et on voit que ça ne modifie vraiment que ces points-là. Donc c'est le principe. Vous avez derrière la flèche blanche une autre flèche qui ne servira que quand on a affaire à plusieurs objets qui sont groupés ensemble. C'est l'outil de sélection directe progressive, qu'on peut aussi obtenir quand on a la flèche blanche normale et qu'on enfonce la touche Alt. Vous voyez le petit signe plus à côté. Mais
Quand on travaille sur un seul objet, la flèche blanche avec un signe plus ne nous servira pas, c'est uniquement la flèche blanche ici qui servira. Donc on peut aller travailler les différents points. D'accord? Voilà. Vous avez, quand un point est sélectionné, vous avez les petites boules qui apparaissent là, qui permettent de faire un angle de manière interactive. C'est relativement nouveau dans Illustrator. Cliquez, glissez pour faire un angle. Donc, si vous ne voyez pas la boule, c'est dans le menu affichage et il faut demander widget afficher l'angle. Mais évidemment, chez moi, vu qu'ils sont affichés, ça propose de les masquer. Mais c'est chose que je ne fais pas. Parce que je veux, pour l'instant, les garder affichés. Bon, bizarre, chez toi, tu as dû demander widget masquer l'angle pour le faire apparaître. Bon. En tout cas, voilà, ce sont les coins interactifs. Voilà. Si vous activez plusieurs points, vous allez pouvoir modifier l'angle de plusieurs points d'un coup. Par exemple, clic. Majuscule clic pour activer un autre coin ici, un autre point. Voilà, quand les deux boules apparaissent, quand on modifie, ça modifie les deux angles. Et pour modifier tout d'un coup, j'englobe et tous les points apparaissent et on arrive à modifier les angles partout. Voilà, bon, franchement, on peut s'en passer. On s'en est passé pendant très longtemps dans Illustrator de ce petit widget d'angle. On peut s'en passer. Il y a d'autres manières de faire des angles. Il y a notamment des effets spéciaux qui, appliqués sur un objet, mettent des arrondis, je veux dire, d'enlever les angles, mettre des arrondis. Il y a des effets spéciaux qui permettent de faire ça. L'effet spécial arrondi qui va s'appliquer sur tout un objet. Il y a plein de manières de faire des arrondis autrement qu'avec ça. Bon. Allez dans le menu affichage et faites en sorte que il ne s'affiche plus ces petites boules. Maintenant que vous savez ce que c'est, on va demander de ne plus les voir. Parce que sur des objets très complexes, c'est perturbant. On peut voir 10, 50, 100 boules qui apparaissent là sur l'objet. Ça peut être perturbant quand on travaille sur un objet avec la flèche blanche. Bien, donc on a sur cet objet un contour noir qu'on va aller modifier. On va mettre en avant-plan en cliquant, pas double-cliquer mais en cliquant. On va mettre en avant-plan ce qui concerne le contour dans la palette des outils. Et l'objet est sélectionné d'une manière ou d'une autre, avec la flèche noire par exemple. Voilà, il est sélectionné, on travaille sur lui. Mais on va augmenter la taille du contour. Vous avez au-dessus ici une palette. Bon, il faut savoir que vous pouvez très bien vous en passer parce que tout ce qu'elle montre, cette barre contrôle, eh bien, c'est des choses qui viennent des palettes. On va directement aller chercher les choses dans les palettes, nous, parce qu'on est en apprentissage Illustrator et je préfère montrer où les choses se trouvent à l'origine et pas juste une barre qui regroupe qui va chercher elle-même les choses dans les palettes. Donc, on va aller chercher la palette contour. Vous allez dans le menu fenêtre, contour. Fenêtre, contour. Alors, c'est une palette assez effrayante, tellement elle est complexe. Non, je rigole, elle ne contient que ça. Mais elle cache bien son jeu. Alors, vous modifiez donc la graisse, l'épaisseur, comme ceci. Vous voyez que par défaut, d'origine, les contours se mettent à cheval sur les vecteurs. Donc le vecteur de la forme reste le même, il n'y a pas de problème, c'est juste un dessin de contour qui se met à cheval sur le vecteur. Pour modifier plus rapidement l'épaisseur, vous avez la touche majuscule, forcément ça va plus vite. Dans tous les logiciels Adobe, ce sera comme ça. Vous pouvez noter que ces petites flèches avec la touche majuscule, ça permet de modifier rapidement. Dans certains logiciels Adobe, il y a un curseur caché. Ce n'est pas le cas ici, mais vous verrez dans InDesign que parfois, il y a un curseur caché quand vous enfoncez la touche contrôle du PC ou la touche commande du Mac et que vous positionnez à cet endroit-là et que vous faites un cliquer glisser sur la valeur, ça fait un curseur. Mais il faut vraiment le savoir. Mais ici, vous n'en avez pas. Donc, voilà. Je vous indique simplement que
Ça peut être quelque chose à tester un peu dans Photoshop et InDesign, ces curseurs cachés. Bien. Cette palette contour cache bien son jeu, puisqu'on va demander d'afficher les options. Et voilà. Et parmi les options, vous avez cette option-ci, qui permet de mettre le contour à l'intérieur de l'objet ou à l'extérieur. Mais vous allez voir que ça a ses limites, parce que quand on travaillera sur du texte, ça ne fonctionnera pas. On ne pourra mettre le contour qu'à cheval sur le bord du texte. Les deux options ici, extérieur et intérieur, seront grisées, inaccessibles. Donc je vous propose dans un premier temps de laisser, ce sera plus simple pour la compréhension, laissez bien le contour aligné comme il a été très longtemps dans Illustrator, dans les premières versions, toujours à cheval sur les vecteurs. Ici, vous avez des options qui permettent de faire des flèches et des pointillés, ce qui permet, avec la palette aspect, de faire des choses très sympathiques. Notamment, on peut donner l'impression qu'on a un lacet en cuir qui rentre dans des trous et qui ressort, comme dans une chaussure, ou comme dans une couture de cuir, enfin une couture, quoi, dans du cuir. Ça peut être très sympa, ça peut prendre quelques dizaines de minutes d'étudier ça, en fait. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a quand même pas mal de choses à dire et à faire grâce à ces options ici. Mais on ne va pas les utiliser. Ceci, c'est uniquement quand on a affaire à une forme non fermée. C'est les extrémités, mais il n'y en a pas ici pour notre forme fermée. Ceci, c'est pour indiquer si on veut des angles droits ou arrondis, mais de toute façon, nous avons créé des arrondis d'une autre manière. Mais vous pouvez tester si vous voulez. Allez-y, faites un nouveau rectangle avec l'outil rectangle, et vous allez voir qu'il y a possibilité de créer des arrondis comme ceci. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de contrôle, quoi. On clique là-dessus, ok, ça fait des arrondis, mais la valeur d'arrondi, on ne sait pas la choisir vraiment. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser cette fonction-là. Ce sont des choses qu'il faut savoir que dans les logiciels Adobe et particulièrement Illustrator, les fonctionnalités s'accumulent au fur et à mesure des versions. C'est un logiciel très vieux qui date de 1987 et au fur et à mesure des années, les anciennes manières de faire restent et il y a de nouvelles manières de faire qui apparaissent. Donc, ces deux manières de faire ici, je vous conseille de ne pas les utiliser, mais maintenant vous pouvez les utiliser par la suite si vous voulez. Mais ici, laissez-les, je veux dire, les arrondis là, n'activez pas l'alignement à l'intérieur ou à l'extérieur, n'activez pas non plus. Oui, je peux même masquer les options de la palette contour, comme ça, c'est bien clair que nous n'utilisons pas ça pour l'instant. Ok, je vais supprimer le rectangle que je viens de faire là en dessous. C'était juste pour tester. Et je continue à travailler sur celui-là. Son contour est noir, je peux lui mettre ce que je veux comme contour, bien sûr. En allant chercher dans la palette nuancier si possible. Et si je veux que ce soit contrôlable à distance, je dois créer une nouvelle nuance. Ou je peux aussi double-cliquer sur une nuance et cocher global. Voilà. Donc quand je dis contrôlable à distance, ça veut dire que c'est une couleur globale, ça veut dire que si l'objet ou les objets qui utilisent cette couleur ne sont même pas sélectionnés, ou dans InDesign ils sont même sur plusieurs pages, en modifiant la couleur dans le nuancier, ça modifie la couleur de tous ces objets. Voilà. Donc très intéressant pour un document InDesign, notamment les couleurs globales, qui, je vous ai dit, sont d'office globales dans InDesign. Dans Illustrator, il faut le demander. Donc vous avez une illustration qui utilise à plein d'endroits la même couleur. Vous pouvez faire des recherches graphiques, après avoir fait l'illustration, faire des recherches graphiques, des variantes, grâce à ce système de couleurs globales. Donc, là, j'ai transformé une couleur existante en couleur globale avant de l'utiliser sur... Il faut le faire avant d'utiliser sur les objets. Parce que si je crée des objets et que je transforme la couleur globale après, ça ne va pas le faire. Par exemple, ici, voilà. J'ai créé deux objets, il n'y en a plus qu'un qui est sélectionné, je transforme en global ici. Eh bien, en fait, j'ai
je pense que si je clique à côté et que je double-clique sur la couleur globale, ça ne devrait modifier que le dernier. On va voir. Oui, en effet. Donc il faut bien le penser, la couleur globale, il faut qu'elle soit globale avant ou au moment où je l'applique sur un objet. Mais les objets qui ont utilisé cette couleur-là avant qu'elle ne soit globale, je n'arrive pas à les modifier, vous voyez. Donc, autre manière de faire les couleurs globales, ce qu'on a vu il y a quelques minutes, c'était aussi donc dans le nuancier, nouvelle nuance, et cocher l'option globale au moment où je fais la couleur. Et alors là, forcément, il s'agira d'une couleur globale que je peux appliquer sur des objets et télécommander à distance le design de l'illustration par le nuancier. Bien, on va mettre du blanc comme fond. Donc je remets la case de fond en avant-plan et je vais mettre du blanc sur ce rectangle. Donc dans Illustrator, le blanc est une couleur. Autour de l'objet, c'est du blanc, mais c'est pour vous aider à bien voir les choses qu'ils ont mis du blanc autour, mais en réalité, c'est de la transparence. Et ça, vous allez le voir si vous demandez, dans le menu affichage, d'afficher le damier de transparence. Affichage, afficher le damier de transparence. Bon, voilà comment, normalement, on devrait travailler dans Illustrator. La transparence chez Adobe est symbolisée par un damier gris et blanc. Et là, on voit réellement que autour de l'objet, c'est transparent. Si je l'amène dans InDesign, cet objet, il sera entouré de transparence. Je pourrais le mettre sur une photo, voilà. Le damier proposé par défaut par Adobe là, est vraiment pourri. On va aller modifier son look en allant dans Fichier, Format de document. Même si on... Donc ici, c'est une bonne idée de choisir une grande grille de damier et en plus d'aller modifier les deux couleurs ici en cliquant sur elles de manière à ce qu'elles soient assez proches. Et ce sera beaucoup plus agréable pour toute la suite du travail. Donc en fonction du système d'exploitation, vous aurez un sélecteur, c'est propre au système d'exploitation. On n'est plus dans Illustrator quand on fait ça. On sort un peu d'Illustrator. Ça vous permet donc d'aller chercher, voilà, une couleur et puis une autre. Je pense que vous avez une barre des grilles aussi assez facile à modifier. Voilà. Ok. Et voilà, par exemple, une grille un peu plus agréable. Alors, dans Illustrator, dans Photoshop, ce sera valable pour toutes les images que vous ferez par la suite, cette modification, parce que ça existe aussi dans Photoshop, modifier l'apparence de la transparence. Mais dans Illustrator, ce ne sera valable que pour ce document-ci. D'où l'intérêt de pouvoir intégrer un document de départ dans la liste de la boîte Nouveau document, comme on a vu tout à l'heure. Dans la boîte Nouveau document, il y a une liste de documents de départ. Pouvoir intégrer son propre document avec ce genre de personnalisation, c'est intéressant. On verra ça plus tard. Il y a aussi possibilité d'enregistrer le document en format template, une extension AIT. Et à ce moment-là, Illustrator n'ouvre pas vraiment le document, il ouvre une copie. Donc c'est une autre manière de redémarrer chaque fois d'un document qui a ses propres personnalisations. Donc voilà, un réglage de l'affichage de la transparence qui ne sera valable que pour ce document-ci, malheureusement. Mais il y a des solutions, comme je viens de vous dire. Voilà. Donc, comme couleur de fond de l'objet qui est actuellement sélectionné, on peut mettre également des dégradés. On a notamment déjà un dégradé ici qui a de la transparence. Voilà, on voit le damier de transparence apparaître. Si vous n'avez pas le damier de transparence affiché, vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'un dégradé qui va du bleu au transparent. Celui-là.
Par exemple ici, si dans le menu affichage, je demande masquer le damier de transparence, vous avez l'impression que vous avez fait un dégradé qui va du bleu au blanc. Mais en fait, non. Vous avez également des motifs qui ont de la transparence. Et ça aussi, ça ne se voit que quand on visualise avec le damier de transparence. Ce motif-là, si j'ai pas le damier de transparence affiché derrière, je ne sais pas qui est entre les feuilles ici, c'est de la transparence. Alors, j'ai enlevé le damier de transparence. Alors, donc, les motifs, les dégradés, il y en a plein qui sont disponibles, plein d'autres dans Illustrator et également sur le web. Mais avant de parler de ça, parlons un peu du contour ici. La possibilité de faire passer le contour derrière. Donc d'abord, je vais changer la couleur de fond. Je vais utiliser quelque chose qui n'a pas de transparence comme couleur de fond pour mon objet. Et le contour qui est appliqué, ce qui se met à cheval, bien sûr, il modifie la forme, l'aspect de la forme. Hein. On a les vecteurs qui sont là, mais ce qu'on perçoit, c'est vraiment la zone verte. Donc ce qu'on va faire ici, c'est faire passer le contour derrière le fond, en utilisant une des palettes SIPA, la palette la plus importante de Illustrator, c'est la palette Aspect. Vous avez mis un fond qui n'a aucune transparence pour l'instant, c'est parfait. Vous avez votre objet qui est sélectionné, vous allez dans le menu Fenêtre, chercher la palette Aspect. Je vais la détacher par son onglet, la voilà. On va l'agrandir également. La palette Aspect. Donc pour l'instant le contour est au-dessus du fond, comme on le voit. C'est une espèce de mini palette des calques qui montre les empilements de fond et de contour pour l'objet qui est sélectionné. En prenant le contour par sa zone ici grise et en le déplaçant en dessous du fond, on fait en sorte qu'il soit masqué par le fond partiellement. Donc ça ne modifie pas l'aspect de mes vecteurs, vous comprenez. Hein. Ce sera très intéressant quand on va faire du texte. Vous allez voir qu'en graphisme, il est interdit de modifier l'aspect, la forme des caractères. Et quand on met un contour à cheval sur le bord d'un texte, ça rétrécit le texte et on détruit en fait le travail, on ne respecte pas le travail du typographe. Et ça, c'est techniquement possible de le faire, mais c'est déontologiquement, en graphisme, on évite ça en fait. Bon, on aurait tendance à dire, si vous voulez modifier le texte, dessinez votre texte vous-même en fait. Donc on verra quand on va travailler sur du texte que ce sera très important de faire ça. Pourriez-vous répéter? Alors la palette aspect, ça a l'air simple comme ça, mais c'est vraiment très intéressant. On peut multiplier les fonds et les contours, c'est ce qu'on va voir. Alors attention à ceci, quand vous n'avez pas la forme qui est sélectionnée, par exemple là vous cliquez avec la flèche noire à côté de la forme, elle n'est pas sélectionnée, la palette aspect continue à vous montrer, un peu comme la palette outils, elle continue à vous montrer les couleurs et contours des derniers objets qui ont été travaillés. Et si vous essayez de remettre le contour au-dessus du fond, là, rien ne se passe forcément. Vous travaillez dans le vide. Il n'y a pas d'objet qui est sélectionné. Il faut vraiment sélectionner l'objet et là, vous allez pouvoir, si vous voulez, remettre le contour au-dessus du fond. Mais là, je vais le remettre en dessous, c'est quand même plus intéressant. Alors, par exemple, l'intérêt de faire ça. Je vais prendre un outil qui est l'outil crayon. Voilà, l'outil crayon. Ok, je vais fermer le petit tutoriel de la shape, là, voilà. L'outil crayon qui est derrière l'outil shaper. À cet endroit-là. Et je vais dessiner quelque chose. Eh bien, en mettant un contour derrière le fond, ça ne va pas modifier ma silhouette de dessin. Donc, par exemple, ici, je dessine mon chat. Voilà. Avec l'outil crayon.
C'est un chat, comme ça. Ok. Je vais lui appliquer une couleur de fond et il y a une couleur de contour. Ben évidemment, vous voyez ce qui se passe. Hein. C'est pas génial. Par contre, dès que je vais passer le contour sous le fond, ça va me permettre d'avoir ma forme de chat correcte. Ok? C'est ça l'intérêt. Ça ne modifie pas le dessin d'avoir le contour à l'extérieur comme ça en fait, grâce à ce système. Vous pouvez tester si vous voulez l'outil crayon, c'est bien pratique parce que ça permet aussi d'aller remodeler si on veut. En reprenant le trait, on peut aller remodeler les choses. C'est plutôt un écureuil ça. Hein. On va essayer de faire une forme de chat. Voilà. Waouh. Attention, CTRL Z si ça ne marche pas. Hein. Parce que parfois ça ne reprend pas les choses correctement. Plutôt ça, un chat. Hein. Voilà. Oui, revenir en arrière, c'est CTRL Z, et réappliquer ce qu'on vient d'annuler, c'est CTRL majuscule Z dans Illustrator. En fait, contrairement à Photoshop, il n'y a pas de palette historique, mais il y a un historique quasiment infini, en fait. Hein. Un historique quasiment infini, c'est-à-dire qu'on peut aller autant de fois qu'on veut en arrière et réappliquer autant de fois qu'on veut aussi. CTRL Z pour aller en arrière, CTRL majuscule Z pour revenir en avant. Alors ici, ce serait bien que la queue du chat soit à épaisseur égale et vous verrez qu'il y a des astuces pour y arriver. Mais là, on est en apprentissage Illustrator, donc je ne vais pas essayer d'avoir une queue avec la largeur qui ne varie pas. Donc en fait, l'astuce, ce sera de mettre une épaisseur sur un trait non fermé et de le transformer en forme. Mais bon, voilà. Ça sera pour plus tard. Donc vous avez compris l'intérêt là d'avoir le fond au-dessus du contour. Ok, le chat, je vais aller le mettre sur le côté parce que ça peut servir à ça aussi, le côté de la page. Pour mettre les éléments là. Et je continue à travailler. On pourrait même le transférer sur un calque qui va contenir des objets que je n'utilise pas. Oui, c'est l'occasion d'une toute petite approche de la palette des calques. Faites ça, menu fenêtre, calque. Vous détachez la palette des calques. Pour l'instant, on n'a qu'un seul calque dans Illustrator, dans ce document. Les vignettes, on peut les demander plus grandes si on veut, que pour les avoir un peu à la manière des calques de Photoshop. C'est menu de la palette des calques, option de panneau. Menu de la palette des calques, option de panneau. Et vous pouvez demander autre 80. C'est le maximum. Voilà, vous avez une vignette de calque plus grande. Bien sûr, quand on aura plein de calques, il faudra diminuer la taille des vignettes parce que là, elles seront trop grandes. Donc, j'avais créé ce petit chat et j'avais mis sur le côté là pour m'en débarrasser, le temps de continuer le travail sur mon rectangle. Mais je vais quand même le ramener là parce qu'il y a une autre solution qui me paraît quand même plus intéressante pour se débarrasser temporairement d'un objet qui ne nous sert plus. C'est de l'envoyer sur son propre calque. Donc, dans la palette des calques, vous allez créer un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles. Voilà. On peut même le renommer. En double-cliquant sur lui, on va pouvoir le renommer. Bon, je vais l'appeler comme ça. Vous mettez le nom que vous voulez. Et je vais pouvoir transférer le chat sur ce calque. Donc, il y a deux manières de le faire. En ouvrant
le contenu du calque, je vois les différents objets qui composent ce calque. D'accord? Alors, je vais tenter de prendre l'objet ici et le déplacer dans le calque là. Voilà, c'est fait. Il est dans le calque qui s'appelle chat et autres broles. C'est une manière de faire. Ok, le problème que tu as, c'est que ta palette des calques n'est pas assez large pour montrer les noms. Donc, ce que tu vas faire, c'est prendre la vignette, la déplacer. Donc, le mot calque, tu fais un cliquer glisser, tu le déplaces vers ton écran et tu vas pouvoir élargir avec la petite case en bas à droite. Oui, évidemment, vu qu'on a demandé des grandes vignettes, il n'y a pas toujours la place maintenant pour que les noms soient bien visibles. Voilà, donc ça c'est une manière de transférer d'un calque à l'autre. Voilà. Je vais refermer comme ça. L'autre manière de faire, on la verra plus tard. Et je vais pouvoir... il est verrouillable, mais ça n'empêche pas l'objet d'être visible sur la page. Ça empêche qu'il soit sélectionnable. Quand on clique dessus avec la flèche noire, évidemment, il ne se sélectionne plus. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est d'enlever l'œil en face. Voilà, pour qu'il ne soit pas visible. Et verrouillé ou pas, dans ce cas-là, n'a pas d'importance. Donc, enlevez l'œil en face. Voilà, vous avez stocké certains éléments sur un calque temporairement. C'est donc des niveaux de construction dans Illustrator. Le fait que le chat soit au-dessus du rectangle ici ou en dessous n'a pas d'importance. Mais techniquement, il est possible de faire passer aussi le calque en dessous. Ça n'a pas d'importance. Faites juste gaffe si vous prenez l'idée de modifier l'empilement des calques comme vous le faites dans Photoshop. Regardez ça. Je prends le calque, je le déplace là. Vous voyez la ligne bleue qui apparaît, qui m'indique là où je vais insérer. Voilà, j'ai inversé. Je le remets au-dessus. Regardez bien avant de le faire. Hein. La ligne bleue, voilà. Et regardez maintenant ceci. Je prends le calque et je le déplace là. Ah ah, il est devenu un sous-calque. Il est rentré dans le premier calque, il est devenu un sous-calque. Donc faites attention à ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans Illustrator. Quand on déplace un calque sur un autre, il rentre dedans et devient un sous-calque. Donc là, je viens de le ressortir. Faites bien attention, si vous déplacez des calques dans Illustrator, vous avez intérêt à insérer et pas à lâcher la souris quand il est sur un calque comme ça. Voilà, donc j'en parle ici parce que je me dis, tiens, il y en a qui connaissent Photoshop, qui vont essayer de modifier l'empilement des calques et forcément, ça va arriver qu'un calque va tomber dans un autre. Voilà, donc c'était une toute petite approche des calques qui, comme dans InDesign et Photoshop, sont une aide pour séparer des éléments sur différents niveaux. Sinon, ça devient vite le fouillis, en fait. Hein, et ça permet de facilement accéder à des objets. Il suffit de verrouiller tous les calques, sauf le calque qui contient l'objet que je veux travailler. C'est le même principe dans Photoshop et InDesign et plein d'autres logiciels. Bon, je vais fermer la palette des calques, là. Je retravaille sur mon objet. Alors, on a vu qu'il y a possibilité de mettre des motifs. Bien sûr, quand le motif a de la transparence, comme c'est le cas des motifs qui sont ici livrés d'origine dans le document de type impression, le contour, on le voit apparaître derrière. Une solution, si ça vous ennuie que le contour déborde, c'est d'ajouter un deuxième fond éventuellement sur cet objet. Donc, dans la palette aspect, en ayant cet objet sélectionné, vous avez mis un motif, vous voyez que le contour est visible derrière le fond. Alors, je vais en arrière là parce que pour t'expliquer que toi, en fait, tu as fait une petite erreur. Au moment où tu as choisi le motif dans la palette nuancier, c'était le contour qui était ici en avant-plan dans la palette des outils. Et oui, on sait mettre un motif sur un contour. C'est relativement nouveau dans Illustrator, ça n'a pas toujours été comme ça, mais franchement, vous arrivez... En fait, chaque année, je dis aux stagiaires la même chose. Vous arrivez à un moment où ça devient agréable de faire de l'infographie parce qu'il y a plein de problèmes qui ont été réglés. Et chaque année, il y a des nouveaux trucs qui sont plus faciles à faire que l'année précédente, et je le dis chaque fois, vous arrivez à un moment... Oui, parce que au début, Illustrator, c'était quand même très rudimentaire, hein, mais vraiment très très rudimentaire. Donc c'est parce que tu avais le contour à l'avant-plan ici dans la palette des outils. Oui.
sur un contour. Les dégradés sur les contours, c'est le même principe, hein, il suffit de l'appliquer. Voilà, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Bon, mais ici, j'annule parce qu'en fait, j'annule plusieurs fois d'ailleurs, parce qu'en fait, c'était sur le fond que j'avais mis le motif. Ok, je resélectionne l'objet, je mets la case de fond en avant-plan et je vais cliquer sur le motif. Ou alors, bien sûr, vous avez aussi, pendant que l'objet est sélectionné, vous avez aussi ici, possibilité de faire apparaître une petite palette nuancier qui va vous permettre, enfin petite, les cases ont été agrandies, parce qu'il y a aussi un menu pour choisir ça, pour choisir qu'on affiche par grande vignette. Mais vous avez également la même chose que dans le nuancier du document, c'est le nuancier du document qui apparaît à cet endroit-là, en fait, pour faciliter les choses. Et donc, on en était à dire comment se débarrasser de ce contour qui déborde à l'intérieur du fond, qui est partiellement transparent, ce fond, en mettant un deuxième fond. On va demander ici, palette aspect, ajouter un nouveau fond. C'est un nouveau fond qui arrive avec le même paramètre que le précédent, mais je vais faire en sorte que celui du dessous soit blanc, en fait. Voilà. En supposant que je veux que la transparence devienne du blanc. Maintenant, je peux mettre autre chose, bien sûr. Voilà. On peut mettre ce qu'on veut comme couleur. Hein, mais en tout cas, c'est réussi. Le contour gris n'apparaît plus. Voilà donc une solution. Multiplier les fonds, c'est vraiment très très intéressant. La palette aspect, ça permet de multiplier les fonds, les contours, de faire énormément de choses. Alors il y avait une question tout à l'heure, est-ce qu'il est possible de mettre à la fois un motif et un dégradé? Ben oui, bien sûr. Si à la place du... Donc voilà, en ayant l'objet sélectionné, j'indique que je vais travailler sur ce fond-là. À la place du fond uni, je peux aller mettre un dégradé. Et bien sûr, ça fonctionne. Attention toutefois, le dégradé ici qui a de la transparence, ben voilà. Si je veux mettre ce dégradé-là, du bleu vers le transparent, je vois réapparaître partiellement mon contour. C'est logique, il faudrait, si je veux absolument l'utiliser, il faudrait que j'ajoute encore un nouveau fond que je mets en blanc derrière, voilà. Tout ça est logique, ça va? Bien sûr, le dégradé peut venir par-dessus le motif aussi. Il suffit de déplacer le fond du dégradé au-dessus du fond du motif et vous avez le dégradé qui est par-dessus le motif, partiellement. Tout ça est très intéressant pour mettre au point vraiment ces illustrations. Et les personnes qui ont étudié Illustrator très tôt dans les années 80, fin des années 80, début 90, elles ne connaissent pas nécessairement cette palette aspect, c'est surprenant. Notamment dans l'enseignement, il y a des enseignants en Illustrator qui n'expliquent pas ça à leurs étudiants, parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Ils n'ont pas compris à quel point c'est important. Donc, vous allez rencontrer parfois des gens qui ont commencé très tôt et qui n'ont pas intégré les nouveautés. Parce que c'est une des difficultés dans l'infographie, c'est d'arriver à garder une veille sur les nouveautés qui apparaissent. C'est vraiment un combat de tous les jours, enfin, quasiment tous les jours, d'arriver à mettre à jour ses connaissances. Donc c'est vraiment très très important cette palette aspect, il faut vraiment l'utiliser. Sinon, c'est pas facile. Alors, on peut considérer que cette palette aspect, c'est une espèce d'usine à style graphique et régulièrement, vous pouvez stocker dans la palette des styles graphiques les aspects, même un aspect que vous êtes en train de créer et au fur et à mesure que vous le créez, vous pouvez stocker parce qu'il est très peu probable que vous allez retrouver facilement un aspect que vous avez créé il y a 3 minutes, tellement il y a de fonctionnalités en fait. Donc, on va faire apparaître la palette des styles graphiques, qui est un peu la petite cousine de la palette aspect, en quelque sorte. Hein. Menu fenêtre, style graphique. Encore une fois, je vais la détacher. Voilà. Possibilité de l'afficher par vignette dans son menu, ou par liste de grandes vignettes,
qui permet de voir les noms et de comprendre parfois un peu mieux à quoi correspond le style. Il y a une autre optique. Donc voilà, dans la palette style graphique, le style peut être stocké tout simplement en cliquant sur le bloc de feuilles. Si vous enfoncez la touche Alt en même temps, vous pourrez lui donner un nom au passage. C'est pas obligatoire. C'est souvent comme ça dans les logiciels Adobe, quand on crée quelque chose en cliquant sur le bloc de feuilles. Si en même temps on enfonce la touche Alt, tiens, on a des options qui apparaissent, notamment ici, simplement lui donner un nom. Et vous mettez ce que vous voulez comme nom, bien sûr. Voilà, il est là. Faut pas hésiter à en abuser vraiment au fur et à mesure que vous mettez au point vos aspects stockés dans la palette style graphique. Ça permettra de récupérer facilement ce que vous avez mis au point. Alors je vous propose quand même d'enregistrer le travail, même si les dernières versions d'Illustrator ont une sauvegarde automatique qui devrait vous récupérer le travail en cas de plantage. Quand vous réouvrez Illustrator, il va vous proposer de récupérer le travail que vous étiez en train de faire. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier de sauvegarder. Alors, vos noms de fichiers, je vous conseille d'office de les faire compatibles web, c'est-à-dire les espaces, vous mettez autre chose à la place des espaces. Vous ne commencez jamais un nom. Donc, ne commencez jamais un nom de fichier par des chiffres, parce que ça pose des problèmes. Et évitez les noms de plus de 32 caractères, si possible, et ne mettez pas d'accent. Voilà, donc ça, c'est une astuce que je vous donne pour nommer vos fichiers, comme ça, d'office, ils vont passer partout. C'est-à-dire que sur des serveurs web, par exemple, si vous ne suivez pas les conseils que je viens de vous donner, vous allez avoir des fichiers qui vont ne pas vouloir se mettre sur le serveur. Pour des scripts dans Photoshop, donc des scripts d'action, automatiser les logiciels avec certains noms, ça ne marchera pas aussi si ça ne respecte pas ce que je viens de vous dire. Par exemple, dans InDesign, pour traiter des images avec les scripts, si ils commencent par des chiffres, si les noms de fichiers commencent par des chiffres, c'est déjà foireux. Ça ne marchera pas. Donc voilà, les espaces remplis par un tiret ou un underscore, c'est la même chose. Hein. En tout cas, pas par un espace. Pas commencer par des chiffres, pas plus de 32 caractères, pas de caractères accentués. Et je termine par un incrément parce que régulièrement, je vais enregistrer mon fichier sous différents noms. C'est une bonne idée de le faire quand on soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign. Ça permet de récupérer la version d'avant. Si jamais on fait une erreur esthétique, un choix esthétique malencontreux, on a foiré son document, il suffit de réouvrir le précédent. Mais aussi, si le document sur lequel on travaille devient corrompu, parce que ça arrive, hein, surtout Illustrator et InDesign, c'est des documents complexes, eh bien on a le précédent qui est là. Voilà, c'est une bonne idée d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Donc dans les options ici, vous gardez les options qui sont montrées là. Si jamais vous voulez transférer vers un ancien Illustrator, genre CS6 ou plus ancien, c'est là que ça devra se passer. Mais là, vous allez garder Illustrator CC, c'est bien. Certains logiciels demandent de l'Illustrator très basique des années 80. Il faudra leur fournir de l'Illustrator 3. Notamment, si on veut transférer vers CorelDRAW, notamment, ça peut être une bonne idée de réduire comme ça. Mais de toute façon, mon fichier là contient des aspects qui ne passeront pas facilement vers CorelDRAW et pour faire de la découpe laser, piloter une machine de découpe laser, etc. Donc vous venez d'enregistrer votre document au format Illustrator. On est bien d'accord, on n'a pas enregistré au format template, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que ça, quand vous allez essayer de réouvrir votre document, c'est une copie qui va s'ouvrir.
C'est pas ce que je veux. Moi, je veux réellement que quand je réouvre mon document, en faisant fichier ouvrir, c'est vraiment ce document-là qui se réouvre, modifiable. Et quand je l'ai modifié, je le mets à jour, fichier enregistré, le fichier sur disque dur se met à jour. Donc, attention à ça, c'était pas un enregistrement de template ici, c'était un enregistrement tout à fait normal de document. Alors, concernant les bibliothèques de dégradés qui sont disponibles dans Illustrator, vous avez dans le bas de la palette nuancier, il y a différentes manières d'y arriver, bien sûr. Il y a aussi dans le menu, vous avez les bibliothèques dans le menu. Voilà. Dans le menu du nuancier, vous avez l'option ouvrir la bibliothèque de nuances, mais vous l'avez aussi en bas à gauche, les icônes de petits livres ici. Vous l'avez aussi dans d'autres choses, menu fenêtre, dans le bas du menu fenêtre, bibliothèque de blablabla. Bon, je vous montre en général qu'une seule manière de faire, parce que quand c'est redondant, c'est juste de manière différente d'arriver au même résultat. Donc, par le petit bouton en bas à gauche dans le nuancier, vous avez notamment les bibliothèques de dégradés. On va commencer par la bibliothèque bois. C'est une palette qui s'ouvre, non modifiable, mais dès que je clique sur elle, ça va envoyer le dégradé dans le nuancier. Alors attention, avant de cliquer, il faut quand même que je regarde. Mon objet est sélectionné? Oui. Sur quoi je travaille? Quel est le fond que je vais remplacer? Le dégradé ou le motif? Il faut que je décide. Bon, ben, je vais remplacer le dégradé, donc le fond du dessus, dans ce cas-ci. Et là, je clique sur les différents échantillons. Et voilà, vu que ce sont des dégradés sans transparence, ceux-ci, ben, le motif derrière, évidemment, n'est pas visible. Chaque fois que je clique sur un dégradé, il s'ajoute dans le nuancier. Et même si, finalement, il n'est pas utilisé sur l'objet, il reste quand même dans le nuancier. Ce qui n'est pas très grave. Vous avez possibilité d'agrandir les vignettes de cette palette en allant bien sûr dans Affichage par grande vignette, dans le menu de la palette. Et vous avez vu qu'il y avait dans le sous-menu dégradé, là, dans le bas à gauche de la palette nuancier, dans le sous-menu dégradé, il y avait plein d'autres palettes. Vous pouvez aller les chercher directement là, ou vous passez en revue les différentes palettes grâce aux petites flèches de la palette que vous avez ouverte. Là. Alors attention qu'à un certain moment, à force de cliquer, vous allez sortir du sous-menu dégradé et vous arrivez dans des groupes couleurs ici par exemple. Groupe couleurs, c'est complètement différent, c'est pas des dégradés. Puis on arrive au motif. D'accord? Donc faites attention à ça. Bien sûr, à un certain moment, on sort du sous-menu dégradé par ces petites flèches. Vous avez des dégradés radiaux ou linéaires. Bien sûr, on peut aussi créer ses propres dégradés dans Illustrator. C'est évident. Mais enfin, ça, c'est déjà pas mal d'utiliser cela. Et sur le web, il y a énormément de dégradés disponibles pour Illustrator. Et qui sont gratuits, vous avez le droit de les utiliser. Je vais ici taper les mots magiques qui permettent de trouver les dégradés de Illustrator. C'est Download, Illustrator, Gradient. Voilà, en tapant ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, parce que de toute façon, on n'a pas le temps d'aller en chercher. Mais il faut juste prendre conscience que sur le web, il y a énormément de ressources que vous avez le droit d'utiliser et qui vont ajouter, parce que bon, Illustrator propose quelques centaines de dégradés d'origine, mais là, on parle de dizaines de milliers de dégradés disponibles. Et ce sera la même chose quand on va parler de motifs et quand on parlera de style graphique. Vous aurez aussi plein de ressources sur le web. Bon, les dégradés, je ne suis pas convaincu que ce soit le plus intéressant parce que c'est facile de les faire soi-même. Par contre, les motifs, c'est plus difficile. Enfin, je veux dire, on a quand même pas mal de choix. C'est vraiment une aide créative. Bon, finalement, j'ai fermé ma fenêtre web. Là, c'était juste pour vous montrer qu'il y a possibilité d'en télécharger.
Alors, le dégradé, vous l'avez là sur le fond du dessus pour votre objet. Il masque le motif qui se trouve derrière sans doute, mais on va modifier sa transparence. Donc vous ouvrez ici le fond et vous avez le réglage d'opacité. Et là vous avez le réglage d'opacité. Ne cliquez pas sur créer masque parce que là c'est autre chose. Ici c'est juste modifier le curseur. Et comme on le voit, ça mélange le dégradé avec ce qui se trouve en dessous. Avec tout ce qui se trouve en dessous, si j'avais plusieurs fonds qui se combinent en dessous, je les verrais apparaître. Donc ça c'est l'opacité. En remettant l'opacité à 100%, c'est-à-dire c'est inscrit par défaut ici, vous avez également la possibilité de faire autre chose, c'est modifier le mode de fusion. En mettant le curseur ici, et en jouant avec la roulette, vous passez en revue les différents modes de fusion. Et là, ce sont des calculs entre les couleurs du dégradé et les couleurs de ce qui se trouve en dessous. C'est ce qu'on appelle les modes de fusion qu'on retrouve dans tous les logiciels graphiques. Même ceux qui ne sont pas Adobe, ils ont ces calculs entre les couleurs du dessus et du dessous. Donc c'est la roulette de la souris là au-dessus. Ou alors, si ça vous amuse, vous pouvez aller voir dans le menu. C'est la même chose. Bon, je vais remettre en normal. Oui, au fait, on peut jouer sur les deux aussi, bien sûr. On peut à la fois modifier l'opacité et le mode de fusion. Ça, c'est vraiment comme les calques de Photoshop, en fait. Très intéressant. Par exemple, là, j'ai mon dégradé. Vous voyez le dégradé, là? Si j'enlève l'œil en face dans la palette aspect, on ne le voit plus donc. Le dégradé qui modifie le motif. Il est en mode éclaircir, 66%, et voilà ce que ça fait dans mon cas. Si je trouve que c'est pas mal, j'ai intérêt à le stocker dans la palette des styles graphiques. On a déjà fait tout à l'heure, dans la palette des styles graphiques, menu fenêtre style graphique. On a déjà stocké une première fois, je vais stocker une deuxième fois. Voilà, l'évolution de mon objet. Et je peux même comparer l'avant-après à ce moment-là. Donc là, je viens juste d'aller dans la palette style graphique et cliquer sur le bloc de feuilles, ça a créé ce style graphique-là, et voilà celui que j'avais avant. Et voilà celui que j'ai maintenant. Voilà. On peut passer l'un à l'autre très facilement, et forcément, la palette aspect montre les différentes modifications apportées. Bon, on pourrait même superposer plusieurs motifs, donc tout est possible. Ici, on va quand même parler un peu de comment modifier la dimension d'un motif, comment le tourner quand il est dans un objet. Pour ce faire, je vais quand même faire réapparaître un peu mieux mon dégradé là. Voilà, je trouve que ça c'est pas mal. On voit bien, non. Voilà, là on voit bien le dégradé, oui. Ok. Parce que je vais aussi modifier le dégradé. Donc là, j'ai un dégradé qui est quand même assez bien visible sur mon motif. Je veux modifier le motif, l'objet doit être sélectionné. Je dois préciser que je vais travailler sur le motif en cliquant sur la ligne de fond qui concerne le motif. Et pour redimensionner le motif à l'intérieur de la forme, je vais utiliser, bon, il y a plusieurs méthodes, vous allez voir certaines méthodes sur le web, ils vous parlent de la touche tilde sur le PC, de la touche supérieure sur le Mac. Ça ne marche pas toujours, je vous montre la méthode qui marche toujours pour redimensionner les motifs dans une forme. C'est double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Ça fait apparaître une boîte de paramétrage. Dans cette boîte de paramétrage, vous allez décocher l'option transformation d'objet, parce qu'on ne veut transformer que le motif, pas l'objet. Et vous allez pouvoir cocher la case aperçu, sauf si vous avez oublié de sélectionner l'objet, elle sera grisée, inaccessible, je pense. Voilà, donc ça c'est, je répète, en ayant l'objet sélectionné, en ayant indiqué que je travaille sur le fond qui concerne le motif, je double-clique sur l'outil de mise à échelle, je décoche transformation d'objet, et je coche aperçu.
et je vais modifier ici. Je vais passer par exemple de 100% à 50, je tape 5, 0, puis la touche tabulation, comme dans tous les logiciels Adobe, la touche tabulation, eh bien oui, je viens de voir quelqu'un qui fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire cliquer sur OK. Oui, je vois souvent ça, des gens qui n'ont pas compris que, mais ça c'est normal pour vous, mais je veux dire des utilisateurs habituels de Illustrator, non, ça c'est pas acceptable, que quand on entre un chiffre, pour voir ce que ça donne, on clique sur OK. Et puis c'est pas bon, on redouble-clique sur l'outil, on revient dans la boîte. Non, hein. Appuyez sur la touche tabulation pour valider ce que vous avez mis. Et vous voyez directement ce que ça donne. Donc c'est la touche qui se trouve à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. C'est la touche tabulation. Voilà, j'ai mis le motif à 50%. Il est donc 4 fois plus répété qu'à 100%. Si je le mets à 25, touche tabulation, il est 16 fois plus répété. Si je le mets à 10, touche tabulation, il est 100 fois plus répété. Attention, avec certains ordinateurs faiblards, si vous vous amusez à mettre 1%, le motif va être répété 10 000 fois plus qu'à 100%, et l'ordinateur risque de planter. On peut évidemment aussi agrandir le motif, je peux mettre 200, voilà. Et là, je clique sur OK, et voilà. Et évidemment, je peux me dire, tiens, je croyais que c'était bon, mais c'est finalement pas bon. Je vais revenir dans la boîte, c'est pas interdit de revenir dans la boîte de mise à échelle, hein, pour changer d'avis. Bon, ce qui se passe, c'est que le 200% revient. Voilà, il faut remodifier. Vous aurez chaque fois ça, hein, quand vous revenez dans la boîte, vous avez le dernier pourcentage indiqué qui revient. Voilà, donc en démarrant d'un motif à 200% et le mettant à 50%, il revient à la taille qu'il avait il y a quelques minutes. Tout ça est très logique, hein. Donc oui, si on part d'un motif qui est très petit, et si on veut revenir à ce qu'il était au tout début, il va falloir vraiment y aller dans les pourcentages, ne pas hésiter, 800%, voilà, des choses comme ça, 400%, voilà. Voilà. Donc, il y a aussi la possibilité, pour le remettre tel qu'il était au départ, de cliquer dans le nuancier, et là il revient avec sa valeur, vous voyez. Oui, oui, si je double-clique et que je le mets par exemple ici à 800%, voilà, il est super grand. Si je vais maintenant cliquer dans le nuancier sur ce motif-là, il arrive avec son échelle de 100% en fait. Sa dimension qu'il avait pré-réglée en fait dans son utilisation normale en fait. Alors pour tourner le motif dans sa forme, d'abord je vais le faire un peu plus petit ici pour qu'on voit bien. Voilà. Donc ça c'était le double-clic sur l'outil de mise à échelle. Vous avez à côté le double-clic sur l'outil rotation. Même chose que pour la mise à échelle du motif, mais pas de l'objet. Vous devez avoir transformation d'objet qui est décoché. Aperçu qui est coché. Et si vous tournez, ben voilà, ça tourne le motif. Bon, vu qu'il n'est pas vraiment linéaire le motif ici, ça ne se voit pas trop, ça ne sert pas à grand chose de tourner, mais pourquoi pas. Oui, quand même, ça peut servir. Voilà, c'était donc le double-clic sur l'outil de rotation. Donc si ça ne fonctionne pas chez vous, on reprend depuis le début. L'objet doit être sélectionné avec la flèche noire. Dans la palette aspect, la ligne qui concerne le motif doit être activée. Vous double-cliquez sur l'outil de rotation. Vous avez décoché transformation d'objet, vous avez coché aperçu. Transformation de motif évidemment est coché, il n'y a pas le choix. Et on peut tourner. Vous devez indiquer doublement sur quoi vous travaillez. Je travaille sur l'objet et plus particulièrement sur son fond motif. Sinon, ça ne le fait pas. Alors, dernière chose concernant les motifs, possibilité de les déplacer dans les objets. Donc, pour déplacer le motif dans son objet, on double-clique sur la flèche noire dans la palette des outils et on a la boîte qui permet de déplacer. Alors, comme
précédemment, puisque je ne vais modifier que le motif, je ne coche pas transformation d'objet, j'ai la case aperçu qui est cochée pour voir ce que ça donne derrière. Et si je veux descendre le motif, je vais devoir changer la valeur ici. Par exemple, je le veux 10 mm plus bas, ben à la place de 37, je vais mettre 47, 4, touche tabulation, et voilà, il est descendu. Si je le veux plus haut, à la place de 37, je vais mettre 27, je mets un 2 ici, touche tabulation, il remonte. L'origine des règles est en haut à gauche sur le plan de travail. Donc si je veux baisser un objet, je dois augmenter sa distance par rapport à l'origine. C'est pour ça que pour le baisser, je dois augmenter. Pour déplacer le motif vers la gauche, ben, il va falloir que je diminue. Voilà. Par exemple, à la place du 7 ici, je mets un 5, touche tabulation, il déplace vers la gauche. Si je mets un 9 à la place du 7, il va aller vers la droite, bien sûr. Donc voilà. Et on peut évidemment le faire de manière plus subtile avec des réglages assez fins. Ok. Donc, le dégradé qui est sur cet objet sélectionné. Je vais modifier un peu son opacité ici. Voilà, je vais le remettre comme ça en 100%. Tant pis pour le motif qui est derrière. Donc vous avez vu qu'il y a déjà des réglages d'opacité pour chacun des fonds. Et vous avez un réglage d'opacité ici en dessous qui concerne l'objet entièrement. Donc il faut bien faire la différence entre le réglage d'opacité de l'objet dans son entièreté, également de son mode de fusion par rapport à d'autres objets qui se trouveraient derrière, et l'opacité et le mode de fusion de chaque fond par rapport à ce qui se trouve en dessous. Alors le dégradé, donc l'objet est sélectionné, j'active le fond en dégradé, et après avoir appliqué un dégradé, en le sélectionnant donc dans le nuancier ou dans la bibliothèque de dégradé que j'avais été chercher. Donc après avoir mis un dégradé, d'accord, les bibliothèques de dégradé, on avait vu ça. On peut modifier son orientation bien sûr avec l'outil dégradé de couleur. Donc dès que vous enclenchez l'outil dégradé de couleur, vous avez l'annotateur de dégradé qui apparaît, qui contient en fait toutes les couleurs du dégradé. Il est possible de les déplacer à cet endroit-là, de les déplacer, voilà comme ça, de modifier le dégradé directement sur l'objet, c'est techniquement possible. Mais je ne conseille pas d'utiliser ça, parce que en fait, si vous utilisez la palette dégradée, vous aurez la même chose. Je vais le voir juste après. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec l'outil dégradé, vous pouvez retracer le dégradé dans le sens que vous voulez, en faisant un cliquer glisser. Donc vous repositionnez comme ça l'annotateur de dégradé. Surtout ne pas hésiter aussi à zoomer en arrière, et vous êtes autorisé bien sûr à démarrer le tracé du dégradé en dehors de l'objet et le finir en dehors de l'objet. C'est pas un problème du tout. Vous n'êtes pas obligé d'annuler chaque fois que vous en avez tracé un. Le suivant enlève le précédent. Voilà. Donc ça c'est intéressant, c'est repositionner le dégradé après l'avoir choisi dans le nuancier. Donc il s'agit clairement ici d'un dégradé linéaire. Alors allons voir un peu dans la palette dégradé. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Voilà. Je vais la détacher. Vous avez la palette dégradée de couleurs. Et vous retrouvez les couleurs qu'on voyait sur l'annotateur de dégradé. En fait, c'est pour ça que je vous disais, l'annotateur de dégradé qui est là. Quand on s'approche, on voit les couleurs. On peut même, en double-cliquant sur une couleur, faire apparaître le nuancier, voire même les curseurs, et changer. Mais, oui, changer la couleur si on veut. Mais franchement, vous pouvez tout faire dans la palette dégradée qui est là, en fait. Tout est faisable dans la palette dégradée qui est là, et elle s'agrandit. Cliquez, glissez, vous avez quand même
plus d'espace pour voir ce que vous faites. Donc un dégradé existant peut être modifié, tout comme on va voir qu'un motif existant peut être modifié aussi, un style graphique existant peut être modifié, mais voyons avec le dégradé existant. Bon, ben pour retirer une couleur du dégradé, c'est la prendre comme ça et la sortir, cliquer, glisser, et voilà, elle est partie, et ça se met à jour sur l'objet qui utilise le dégradé. Enfin, l'objet sélectionné. Pour mettre une couleur, c'est double-cliquer ici en dessous, enfin non, simplement cliquer, voilà. La couleur qui est ajoutée est la couleur parfaite, le mélange entre les deux extrêmes. Là. Par exemple, si je clique ici, ça ne change rien au dégradé, ça a juste ajouté une couleur. Vous voyez une couleur qui a la moyenne de... Voilà, c'est la couleur qui était juste là au-dessus. Donc, ajouter comme ça, simplement, ça ne sert à rien. Il va falloir maintenant double-cliquer sur le petit indicateur pour aller changer la couleur que vous mettez à cet endroit-là. Vous avez la répartition, c'est les petits losanges ici. Attendez, il faut que j'arrive à l'attraper. Oui, les petits losanges, c'est bien sûr la répartition par rapport à la couleur d'à côté. Voilà. Donc vous voyez que j'ai modifié mon dégradé. Il y avait du rouge ici avant que j'ai enlevé. J'ai remplacé par du jaune comme ça. Je peux le remplacer par du bleu par exemple, voilà. Voilà, donc j'ai mis du bleu à la place du rouge qui était là. Dans le nuancier, le dégradé que j'ai utilisé au départ n'est pas modifié encore lui. Hein. Il n'est pas modifié. Donc si vous avez pris un dégradé avec moins de couleurs, c'est pas un problème, vous pouvez les ajouter. Par contre, ce qui peut arriver si tu as pris le dégradé qui va du bleu au transparent, c'est que une des couleurs est transparente. Et ça se voit quand on sélectionne comme ça, en cliquant simplement une fois sur l'échantillon, et on va voir l'opacité ici. Tu vas peut-être devoir remonter à 100% l'opacité pour pouvoir... voilà, donc c'est en sélectionnant et en allant voir l'opacité. Comme ça, tu pourras vraiment mettre toutes les couleurs que tu veux. Moi, je montre ici en appliquant un autre dégradé, justement celui qui a de la transparence en fait. Donc, dans la palette dégradée de couleurs, cet échantillon, qui d'ailleurs a un damier qui est dessiné discrètement sous lui, ben, il n'est pas à 100% d'opacité. Donc je le sélectionne en cliquant simplement sur lui et je vais aller remonter l'opacité. Donc tous les dégradés fournis par Illustrator n'ont pas de la transparence. Certains l'ont. Et voilà, vous avez vu comment gérer la transparence sur un dégradé, c'est comme ça. Maintenant, en double-cliquant sur la couleur, on peut changer la couleur. Donc, ajouter les couleurs, c'est simplement se positionner sous le dégradé et cliquer. Ça ajoute un indicateur qui prend la couleur qui est juste au-dessus, donc il ne change rien dans le dégradé en fait. Mais une fois qu'il est là, je peux double-cliquer sur lui et aller lui mettre la couleur que je veux. Et forcément, il modifie le dégradé. Donc encore une autre. Voilà, double-cliquer, voilà, etc. Puis bien sûr, on peut bouger les indicateurs. Et la répartition des couleurs entre deux indicateurs, c'est les petits losanges ici. En plus de ça, bien sûr, l'outil dégradé, quand on trace sur l'objet, ça modifie la manière dont il s'applique. Alors on avait dit, touche majuscule pour contraindre. Si j'enfonce la touche Shift, la touche majuscule, pendant que je trace avec l'outil dégradé, ça contraint sur les axes. Il est parfaitement horizontal ou vertical, suivant le sens dans lequel je dessine, voire même à 45 degrés.
Donc il faut lâcher le bouton à souris, puis la touche majuscule, c'est une touche de contrainte. Ça c'est pratique pour les dégradés, ça fonctionne aussi comme ça dans InDesign et Photoshop bien entendu. Ce sont des réflexes qui sont réutilisables dans d'autres logiciels. L'outil dégradé et la touche majuscule pour contraindre sur les axes. Voilà. Alors, pour ajouter le dégradé que vous avez créé, l'ajouter au nuancier, vous cliquez tout simplement sur le bloc de feuilles pendant que votre objet est sélectionné, pendant que le fond en question est activé dans la palette aspect. C'est bien ce dégradé-là qui va aller dans le nuancier, que vous allez ajouter en cliquant simplement sur le bloc de feuilles de la palette nuancier. Voilà, on vous propose de donner un nom. Vous donnez un nom ou pas, c'est vous qui voyez. Voilà. Là, ça l'enregistre dans le nuancier. Il est réutilisable sur d'autres objets. Voilà, tout simplement. Le voilà, le dernier que j'ai créé, qui vient d'être ajouté. Alors, ça devient vite fouillis, c'est vrai. Hein. Donc, vous n'oubliez pas que vous avez les indispensables réinitialisés, les indispensables là au-dessus. Vous l'avez aussi dans le menu Fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Vous avez les deux manières d'y arriver, là et là. Fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Non, c'est pour les remettre en place leur positionnement par défaut. Sinon, vous avez aussi l'autre solution pour profiter de votre écran sans ces palettes, c'est les escamoter temporairement. Essayez d'enfoncer brièvement la touche tabulation. Tout s'en va. Voilà. Touche tabulation, ils s'en vont tous. Donc on sait travailler bien sur son écran. Sur un Mac, pas sur un PC où vous êtes, mais sur un Mac, je vais enfoncer la touche F. Comme ça, je place en plein écran. Et ça me permet vraiment de profiter de tout mon écran. D'accord ? Touche tabulation à nouveau, les palettes reviennent. Donc ça c'est pas mal, la touche tabulation, ça fonctionne comme ça dans Photoshop et InDesign aussi, donc ce sont des habitudes de travail Adobe que vous pouvez vraiment acquérir. Alors autre chose intéressante qu'on fait souvent aussi, c'est majuscule tabulation. Vous enfoncez la touche majuscule, donc la touche Shift, ne confondez pas avec Caps Lock, c'est pas ça. La touche majuscule, et en même temps, en gardant cette touche majuscule enfoncée, vous enfoncez brièvement la touche tabulation. Et là, c'est uniquement les palettes de droite qui disparaissent, vous voyez. Vous gardez la palette des outils, vous gardez les options là au-dessus. Donc c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Photoshop, Illustrator, InDesign, ça fonctionne, c'est pratique. Bien entendu, si vous avez opté pour l'option de réinitialiser les indispensables, pour récupérer vos palettes que vous aviez avant, il va falloir aller les rechercher toutes dans le menu Fenêtre. Voilà. Ah ben oui, vous avez remis tout à zéro dans ce cas-là. Donc c'est autre chose que d'escamoter les palettes, c'est carrément les remettre en place. Mais parfois c'est bien utile parce que ça devient vite le fouillis. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. On va redémarrer sur une autre forme, plus basique. On va utiliser la palette des calques. Je pourrais faire un nouveau document, mais je vais me dire, tiens, je vais utiliser la palette des calques. Donc je vais faire apparaître la palette des calques. Et je vais créer un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles. Et enlever l'œil en face du calque précédent. Donc ma forme qui est là n'apparaît plus. Je redémarre de ce nouveau document. Pas de nouveau document, mais nouveau calque en fait. Enfin, c'est comme si j'avais un nouveau document, quoi. Alors,
N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps le document. Et j'opte pour l'option d'enregistrer sous un autre nom. Donc voilà pourquoi j'ai mis un petit numéro à la fin. Alors comme manière d'enregistrer des documents Illustrator, il y en a deux principales. Le format Illustrator, qui est utilisable dans InDesign tel quel. On peut charger l'image Illustrator dans InDesign et faire une mise en page avec. Vous avez l'autre manière d'enregistrer qui peut être intéressante, c'est le Illustrator PDF. Ici. Adobe PDF ici. Voilà. C'est du PDF, donc lisible dans tout logiciel de lecture PDF, genre Acrobat Reader, qui est gratuit. N'importe qui peut le télécharger sur le web gratuitement. Le Acrobat Reader, c'est du PDF. Mais alors la particularité ici, c'est que dans la boîte des options, vous avez cette option-ci. Conserver les fonctions d'édition d'Illustrator, ce qui va vous permettre que le fichier Illustrator va en être, sans que ça se voie, il va être encapsulé dans le PDF. Donc le PDF sera lisible dans Acrobat Reader, mais quand vous l'ouvrez dans Illustrator, ce sera comme si c'était un document Illustrator. Donc très intéressant. Moi je conseille de faire ça. Vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez un document PDF qui sera lisible partout, utilisable aussi dans InDesign pour faire la mise en page. Et en même temps, il est ouvrable dans Illustrator et on peut remodifier tout comme si c'était un fichier Illustrator. Donc après avoir vu comment on manipule les motifs, comment on manipule les dégradés, et même au passage comment on modifie un dégradé, oui, on va ici refaire une forme basique sur notre calque. Je vais parler des couleurs RVB qui sont vraiment à utiliser dans les logiciels, que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign. Ça fait 15 ans que Adobe préconise de faire tout en RVB, même si à la fin, il y a de l'impression CMJN qui va avoir lieu. L'intérêt, c'est que quand on travaille en RVB, il y a plus de filtres qui sont disponibles pour les documents RVB. C'est plus léger, il y a 3 canaux au lieu de 4. On a plus de couleurs. Toutes les couleurs que notre écran peut afficher peuvent être mises dans un document RVB, ce qui n'est pas le cas d'un document CMJN qui simule l'impression offset bas de gamme chez l'imprimeur. En fait, 4 couleurs, c'est du bas de gamme, c'est pas du 6 couleurs. Donc plus de couleurs disponibles. Et quand on exporte le document, le logo, l'illustration, le magazine, pour le voir sur une tablette ou un smartphone, on a des couleurs bien vives. Donc très intéressant de travailler en RVB. Je vous montrerai un article qui parle de ça juste après, qui étaye un peu mon propos ici. Donc, ok, on va redémarrer. Alors, on n'a actuellement aucune forme sur notre calque. Je vais demander ici de réduire à l'aspect de base, c'est-à-dire dans la palette aspect. Je demande réduire à l'aspect de base. Ça me crée un aspect qui n'a qu'un contour et un fond. Donc tous les fonds et contours que j'aurais créés après ont disparu. D'accord? Vous avez aussi possibilité de nettoyer comme ça tout ce qu'on a fait précédemment par la palette des styles graphiques. Menu fenêtre style graphique, vous avez aussi ceci. Voilà. Là, c'est encore pire. On est revenu à un contour noir et un fond blanc. Oui, parce qu'en fait, la palette aspect, comme vous les avez vu, elle retient les paramètres du dernier objet sur lequel on a travaillé. Donc, il faut d'une manière ou d'une autre nettoyer, voilà. Et on va créer un rectangle. Voilà, rectangle à contour noir et fond blanc. Et on va parler des couleurs dans le nuancier. Toutes les couleurs qui sont là sont des couleurs ternes. Il n'y en a pas qui sont très vives parce que c'est des couleurs CMJN. Donc les couleurs qui sont imprimables chez l'imprimeur en superposant des encres cyan, magenta, jaune, noir. Quand vous survolez, vous voyez les quantités d'encre en pourcentage qui composent chaque couleur.
Donc, on va créer des couleurs RVB bien vives. Donc, mon rectangle est sélectionné avec la flèche noire. La case de fond est en avant-plan dans la palette des outils. Je modifie donc bien le fond et je vais créer une nouvelle couleur par le nuancier ici. Nouvelle nuance. Et tout à l'heure, on a créé des couleurs CMJN, mais je peux cocher global déjà, c'est déjà une bonne chose. Vous savez pourquoi, hein. À la place de CMJN, on va passer en RVB. Et là, vous devriez remarquer que ici, vous avez des couleurs bien vives. On est hors gamme imprimable. Si on choisit une couleur bien vive, on a ceci qui apparaît, qui indique que la couleur ne sera pas imprimable telle qu'elle va en fait ternir, s'assombrir à l'impression. Ceci, c'est des couleurs WebSafe. On ne s'occupe plus de ça à notre époque. C'était pour les anciens ordinateurs très faibles. C'était ce qu'on appelle des tables des couleurs. Vous vous occupez donc pas du petit cube là. C'est plus d'actualité. Sauf application particulière. Mais donc on ne s'inquiète pas, on ne va pas cliquer là-dessus pour rabattre la couleur. On prend une couleur vive. Voilà. Une couleur vive, vous cliquez sur OK, et elle est là, et elle n'est pas vive du tout. Vous remarquez qu'elle est devenue terne. C'est pas la couleur vive que j'avais choisie. Donc, pour arriver à mettre des couleurs vives dans vos illustrations dans Illustrator, vous allez devoir aller ici, menu fichier, mode colorimétrique du document. Fichier, mode colorimétrique du document. On va passer en couleur RVB. Là, je vais refaire une couleur vive par le système qu'on vient de faire. Et vous allez remarquer qu'on va avoir la possibilité de mettre dans notre document que les objets utilisent vraiment les couleurs vives qu'on peut créer en RVB. Voilà. Alors, quand même intéressant. Parce qu'au niveau créatif, ce sera plus facile de faire des illustrations si vous avez une gamme de couleurs plus large à votre disposition. Pensez que les tablettes, les smartphones sont capables d'afficher des couleurs vives comme ça. Et bien entendu, pour le PDF qu'on donnera à l'imprimeur, on fera un PDF spécial pour lui, un PDF CMJN. Donc même dans InDesign, on fera tout le document InDesign en RVB et on va exporter en PDF CMJN. C'est dans les paramètres d'exportation du PDF que ça se règle. Et ça, je sais que c'est perturbant pour certains. Il y en a qui se disent, mais je préférerais voir les couleurs ternes telles qu'elles seront réellement à l'impression. Pourquoi pas? Ça peut se défendre. Si on ne fait que de l'impression chez l'imprimeur, pourquoi pas ne faire ces illustrations avec des couleurs ternes CMJN entièrement? Pourquoi pas? Mais dès que vous utilisez aussi l'illustration ailleurs que sur du papier, faites des couleurs vives. Donnez-vous la possibilité, en tout cas, de faire des illustrations avec des couleurs vives. Donc, travaillez en RVB. Alors, faites attention à ceci. Si vous repassez temporairement en mode colorimétrique du document en couleur CMJN, si vous revenez ensuite dans couleur RVB, vous avez perdu vos couleurs vives. Le fait de repasser temporairement en mode colorimétrique couleur CMJN fait perdre la vivacité des couleurs, même si on revient en RVB, c'est foutu. Sauf si vous faites CTRL-Z, bien sûr. Auquel cas, vous annulez le changement de mode que vous venez de demander. En faisant CTRL-Z, vous avez annulé le fait que vous êtes repassé temporairement en CMJN. Donc, le document Illustrator, je vous ai dit que pour l'envoyer chez l'imprimeur, je vais de toute façon le passer dans InDesign et faire l'exportation PDF au départ de InDesign qui est meilleur. L'exportateur PDF de InDesign est meilleur que celui de Illustrator. Donc, je ne vais pas envoyer à l'imprimeur le PDF de Illustrator. Et c'est à ce moment-là donc que je vais convertir à l'exportation PDF au départ de InDesign. Je convertirai en CMJN. Je vous montrerai comment on fait, bien sûr.
Si vous décidez d'imprimer sur une technique d'impression meilleure que le CMJN de l'imprimeur, comme une imprimante jet d'encre, vous pourrez envoyer directement l'image RVB. L'imprimante jet d'encre va la convertir en CMJN et avec des couleurs vives qu'elle est capable de faire. C'est pas pour rien que les cartouches d'encre des imprimantes jet d'encre coûtent tellement cher. Les encres de base cyan magenta jaune noir sont quand même très pures, très saturées. On peut imprimer saturé sur du papier, surtout sur du bon papier photo avec les imprimantes jet d'encre. Si vous voulez faire une impression en 6 couleurs, l'imprimeur vous demandera de lui fournir un PDF RVB. Il va faire la conversion vers 6 couleurs. Mais c'est rare. C'est rare. Les imprimeurs qui impriment en 6 couleurs, vous n'allez pas rencontrer ça souvent. C'est pour les grosses boîtes qui vont faire ça. Ok. Donc jusqu'à présent, on a travaillé notre document en CMJN, mais ce n'était pas l'idéal. Il fallait le faire passer en RVB. Au moment où vous créez le document par fichier nouveau, vous avez la possibilité de le faire passer directement en RVB. On vous indique ici que vous vous êtes éloigné du modèle de départ, le document de départ Illustrator, mais ce n'est pas un problème. Du coup, à la place d'impression, vous avez ici personnalisé. Vous vous êtes éloigné du modèle de départ du profil impression, en fait. Mais ne croyez pas que ça vous indique qu'il y a un problème. C'est juste pour vous indiquer que vous vous éloignez du modèle de départ. Mais c'est ce que vous voulez, un document RVB. Ok. Ici, je vais le fermer. CTRL W. C'était juste pour montrer. Alors, je vous montre ici sur Google. Je tape ceci, évidemment c'est en anglais. Should use RGB in design. Et le premier article que je trouve vient d'un site de référence vraiment intéressant sur InDesign. Il y a 2 sites de référence intéressants sur InDesign pour les utilisateurs avancés pour trouver des astuces. C'est InDesign Secrets, qui est fait par notamment David Blattner, qui est un spécialiste mondial au niveau de InDesign. Vous avez un autre site de référence, mais plutôt pour les scripts InDesign, qui s'appelle InDeScript. Voilà, ça c'est vraiment les 2 sites que j'ai à conseiller pour InDesign, mais malheureusement en anglais, hein, bien sûr.